Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je suis en compagnie de mon chroniqueur au guide de l'auto, Antoine Joubert. Salut Antoine. Salut. Merci beaucoup d'être là. Et on va vous présenter tout de suite un dossier de Nora T. Lamontagne du bureau d'enquête du Journal de Montréal, de Québécois en fait. On va en discuter avec Éric Yvan Lemay, qui est journaliste au bureau d'enquête. Merci beaucoup d'être là, Éric Yvan. Parce que, puis on voulait commencer avec ça, parce qu'Antoine, je sais que tu es très préoccupé par ça. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Des vols de véhicules. Et là, Éric, ce que Nora nous a fait, c'est elle nous dresse un portrait comme une carte de où pas parquer ton auto, finalement. Ben oui, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment problématiques au Québec. On appelle ça vologène? Oui, ben il y a accidentogène, il y a vologène. On sait que l'île de Montréal est particulièrement aux prises avec ce problème-là. Il y a eu, juste dans la dernière année, plus de 8000 véhicules qui ont été volés à Montréal. Mais ce qu'on a voulu mettre de l'avant ce matin, c'est un secteur très particulier. Ouais. Un centre d'achat de l'ouest de l'île, le Cadillac Fairview à Pointe-Claire. Et seulement à cet endroit-là, il y a eu 185 vols dans la dernière année. C'est incroyable. Donc, pendant que les gens magasinent, les voleurs magasinent des autos dans le stationnement pour les voler. Et c'est vrai que les centres d'achat, c'est des parcs à automobiles, finalement. Là. Fait qu'ils ont l'embarras du choix. Là. Exactement. Donc, ils peuvent choisir le type de véhicule qui les intéresse. Ce matin, on parle d'une dame qui avait un Jeep Wrangler. C'est un des véhicules qui est très prisé des voleurs dans ce type de véhicule-là, les VUS particulièrement. Donc, la dame va magasiner avec sa fille, ressort au bout d'une heure et demie et son véhicule n'est plus là. Elle était chanceuse. Elle avait des AirTags. Donc, la leçon dans ce cas-ci, c'est que si vous avez des AirTags dans votre véhicule, il y a beaucoup plus de chances que vous le retrouviez. Sinon... C'est un conseil que tu donnes aux gens, Éric, là, mettez-vous un AirTag dans votre voiture. Pas juste moi. Votre assureur, moi, mon assureur m'a fortement suggéré d'en mettre un, puis c'est effectivement une bonne précaution. Il y en existe d'autres, mais celle-là, c'est peut-être une des meilleures. Si vous êtes sur Cube Télé, vous voyez en ce moment même une carte interactive là, que vous avez faite, là, d'ailleurs, pour nous montrer les points chauds. Il y a plusieurs points chauds. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Ben, écoute, moi, je trouve ça... Bon, on sait qu'à une certaine époque, c'était Dorval qui était l'endroit de prédilection, Carrefour-Laval, qui est à la croisée de Dorval, plusieurs autoroutes. l'aéroport, entre autres. Oui, c'est ça. Ouais. Dorval, l'aéroport, bien sûr. Carrefour-Laval qui est à la croisée de plusieurs autoroutes. Mais ce que je trouve assez intéressant de constater avec ce qui se passe à Fairview-Pointe-Claire, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont volés et qui passent par l'Ontario pour ensuite revenir dans le port de Montréal pour être exportés. Alors, est-ce que c'est facilitant de voler un véhicule à proximité de l'Ontario, de le prendre, de l'envoyer sur l'autoroute, il traverse en Ontario, il n'y a plus de signal qui est fait, on est peut-être un peu plus tranquille pour amener ces véhicules-là à Toronto, les dédouaner, puis ensuite les ramener. C'est une théorie, là, mais évidemment que des centres d'achat, là, c'est épouvantable. Puis on parle Écoute, la dame dans le journal a dit, c'est rendu que je fais une prière chaque fois que je me stationne là-bas. Écoute, c'est terrible. Mon rendu là, j'y vais plus, là, tu sais. En même temps, un AirTag, oui, c'est un dispositif qui va aider, mais ce qui aide surtout, c'est une multitude de dispositifs. Par exemple? Alors, si tu as un AirTag, si tu as une barre club pour le volant, c'est une technologie des années 80, OK? Mais ça fonctionne parce que c'est un 30 secondes plus gossant pour le voleur qui vient s'ajouter à cette multitude de trucs. Alors, ça y prend 30 secondes d'enlever une barre? Ah oui, c'est pas long, là. Ben mais là, 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, des fois, t'as pas le temps. Okay. Alors, c'est une multitude de gadgets comme ça. Il y a des verrous aussi de pédales, d'accélérateur que tu peux avoir. Tu as des verrous de port au BD2 que tu peux mettre dans ta planche de bord parce que souvent, les voleurs vont réinitialiser la clé de ton véhicule avec un dispositif qu'ils ont commandé sur Amazon qui coûte une vingtaine de piastres. Donc là, ça sert à quoi, ce bidule-là? Alors, il y a une prise de diagnostic dans la planche de bord d'un véhicule. Cette prise-là... C'est quoi la planche de bord? Ben, ton tableau de bord. Ah, OK. Ton tableau de bord. Alors, cette prise de diagnostic, les mécaniciens vont s'en servir, par exemple, pour éteindre un check engine, pour éteindre ta lumière de changement d'huile, pour trouver un problème électronique dans ton véhicule. Alors, cette prise-là, ben, sert aussi passe aussi pour le système de démarrage du véhicule. Ah. Et il existe des dispositifs que vous pouvez commander sur AliExpress, sur Amazon, sur tous ces sites-là.
Tu branches ça là-dedans, tu réinitialises le système de verrou, tu programmes une nouvelle clé, puis tu es parti en 30 secondes. Alors, si tu achètes un verrou pour cette prise de diagnostic, ben, c'est un autre 30 secondes, une minute. Ça coûte cher? Ça coûte combien? Ça coûte rien. Ça coûte 20-30 $. Là. Ah ouais? Chez vous avez... puis tu peux le laisser tout le temps branché? Tu le laisses tout le temps branché, puis tu le déverrouilles quand tu vas au concessionnaire. Tu n'utilises jamais cette prise-là toi-même. Ben non, c'est ça. Alors, dans certains cas, il y a des gens qui font du remorquage, qui vont l'utiliser pour brancher des accessoires, mais c'est très... Fait que là, c'est ceinture, bretelles, et même, tu me disais, sur les roues, là, les... Ouais, ben on peut... ça, c'est un peu plus extrême, là, mais il y en a qui vont se commander des sabots Denver. On les voit à l'aéroport d'Orval, des Ford F-150, des Jeep Wrangler. Les gens s'installent des sabots Denver qui ont commandé, encore une fois, sur Amazon pour quelques centaines de dollars. Puis ça, c'est 100% on ne vole pas ton auto quand t'as ça? Ben, quand t'as tout ça, là, je te dirais que quand t'as tout ça, il faut que la personne soit acharnée. Mais mettons juste le sabot de Denver, là. Juste le sabot Denver, c'est assez dissuasif, je te dirais. Puis, si vous êtes à la maison, une boîte Faraday, par exemple, dans laquelle vous allez mettre vos clés, placer vos clés, où le signal n'émettra plus, le signal de la clé n'émettra plus, c'est un bon truc. Le burinage des portières, par exemple, est-ce que c'est encore bon, ça? Alors, ou ça vaut les pas gens la de peine? Sherlock ne m'aiment pas depuis un certain temps parce que je dis que c'est une technologie d'une autre époque. Alors, Sherlock vend des systèmes de repérage. Ça va. Mais le burinage des pièces, ça sert plus à rien parce que personne vole des véhicules pour les pièces en 2024-2025. Ils sont volés pour l'exportation. Ils volent le véhicule pour le véhicule. Ça sert absolument à rien. Okay. Vous êtes d'accord, Éric? Oui, effectivement. Vous parlez du sabot de Denver. Ouais. Il y avait une anecdote savoureuse l'an dernier. Il y avait une dame qui, ça faisait 3 fois qu'elle se faisait voler son véhicule. Elle avait installé un sabot de Denver. Les voleurs ont volé le véhicule. Il y avait de la neige. Ils l'ont pas vu. Ils sont partis avec. Ils sont allés jusqu'au bout de la rue. Ils ont tout défait le noyau de la roue. Donc, ça fonctionne. La dame a récupéré son véhicule au bout de la rue, puis les policiers ont attrapé les voleurs qui étaient bien Mais c'est quand même un peu long installer ça, non? Hey, t'imagines? Non, deux minutes. C'est assez... bon, il faut vouloir, là. Évidemment, chaque soir, installer ça sur son véhicule, mais pour avoir Mais quand tu as un véhicule cher ou vraiment comme convoité, puis on sait qu'il y a des types de véhicules, hein, Antoine, qui sont plus convoités que d'autres par les voleurs. Peut-être en nommer quelques-uns. Les Jeep Wrangler, les Toyota Highlander, 4Runner, Lexus RX, Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota RAV4. Ce sont tous des VUS modernes, mais qu'on sera capable de réparer facilement dans des pays émergents, à Dubaï. Alors, des véhicules qui seront trop complexes technologiquement, c'est moins volé. Exception faite peut-être d'un Cadillac Escalade, d'un Range Rover, où là, c'est un marché complètement différent, des véhicules de grand luxe, mais de façon massive, là, les VUS Toyota, Honda, Lexus, Acura, c'est très convoité, les Jeep Wrangler aussi. Plus qu'en ce moment, chez les concessionnaires Chrysler, je te dirais, parce que là, on a de la misère à les vendre. On n'a pas de la misère à les voler, ça a l'air. Incroyable. C'est incroyable. Hey, dossier vraiment fort intéressant de Nora T. Lamontagne du bureau d'enquête. Merci beaucoup, Éric-Yvan Lemay, d'être venu nous en parler, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. On retient qu'il y a 185 véhicules qui ont été volés en un an au centre d'achat Cadillac Fairview à Pointe-Claire. Et il y a effectivement une carte interactive qu'on peut voir. Oui, puis j'invite les gens à aller sur le site web du Journal de Québec, Journal de Montréal, pour voir dans leur quartier, dans leur rue, dans leur village, combien de véhicules ont été volés. Certains vont probablement être très surpris. Dans mon petit village, il y a 3 véhicules. C'est minuscule comme village. J'étais très surpris de voir ça ce matin. Incroyable. Mais pourtant, la justice est plus dure. D'ailleurs, l'article le dit bien. La justice est plus dure aujourd'hui avec les voleurs de véhicules. Comment ça se fait? Ça les décourage pas? On a parlé tantôt des dispositifs qui permettent aux voleurs de partir un véhicule. Il y a des nouveaux chefs d'accusation qui viennent pour la première fois d'être déposés contre des voleurs. Ils ont été pris avec des équipements. Et donc, ils ont été accusés d'avoir eu en leur possession ces équipements-là. Donc, les fameux équipements qui permettent de démarrer le véhicule, s'ils sont entre les mains d'une personne qui est attrapée, on va faire face à un chef supplémentaire. Donc, les autorités serrent la vis. On le sent qu'ils s'attaquent de façon un peu plus sérieuse. Et les peines, ça ressemble à quoi? Ah ben là, ça c'est une autre problématique. Il y a aussi beaucoup de mineurs. Qui plus est, ce sont des mineurs, c'est ça? Souvent, il y a des mineurs impliqués. Donc, évidemment, dans ce cas-là, les peines sont assez faibles, malheureusement. Ou ces centres de réadaptation de la DPJ. Ben, pour les mineurs, oui. Oui, ben oui, clairement. On aurait dû mettre un sabot Denver sur la statue de Gilles Villeneuve. Non, mais je voulais vous en parler.
Non, mais ça, écoute, raconte pour ceux qui ont manqué ça. Bon, alors, évidemment, il y a un buste de Gilles Villeneuve, il y a une statue de Gilles Villeneuve devant le musée à Berthierville depuis des décennies. Oui. C'est là qu'il est né, il vient de là, la famille vient de là. Oui, ben en fait, il a fait une partie de sa vie là-bas. Il est né à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il a passé une partie de sa vie là-bas. Mais devant le musée de Gilles Villeneuve, on a volé cette statue la nuit dernière. Et là, ben évidemment, toute la communauté automobile, les amateurs de course sont outrés de cette... on voit l'image à l'écran, là. Alors, il reste les pieds. On a coupé les jambes On a coupé les jambes à Gilles. Touche pas les jambes à Gilles. Clairement, ce sont des gens agiles qui l'ont fait. Mais je te dirais que je trouve ça assez particulier. Puis moi, je me demande si ce ne sont pas des malfaiteurs qui ont vu là une opportunité de vendre ça, par exemple, à un amateur de F1 en Italie qui paierait une fortune pour avoir un truc comme ça. Quelqu'un qui dit, hey, moi, là, s'il y en a un qui est game, allez donc me chercher la statue de Gilles. Parce que, bon, on évoquait tantôt hors d'onde la possibilité de voler ça pour le cuivre. Ben oui, Éric, toi, ton hypothèse, c'est que c'est juste pour le métal, finalement. C'est l'hypothèse de certaines personnes puis des gens du musée qui vont faire fondre cette statue-là puis vendre le cuivre pour une poignée de dollars. Ben, c'est pas si payant que ça. Ils ne font pas des dizaines de milliers de dollars. C'est vraiment malheureux, là. Il n'y a aucune raison de faire ça, là. C'est une icône, là, M. Villeneuve. Je trouve ça totalement scandaleux. C'est épouvantable, mais moi, je me dis, quand les véhicules partent de Montréal, les véhicules volés, où ils se retrouvent en premier lieu? Dans le port d'Italie. Et on sait qu'en Italie, il y a énormément d'amateurs de F1 très riches et qui adorent particulièrement Gilles Villeneuve. À cause de Ferrari. Et cette statue-là est même plus grosse que la statue hommage de Gilles Villeneuve que vous allez retrouver à Maranello, que j'ai pu voir cette année. Alors, alors c'est pour eux là-bas. Ils l'ont bien coupé. Tu vois que ça n'a pas été botché. Ils l'ont bien fait, probablement parce qu'il y a un socle que... Moi, j'avoue que je me rallie à ta théorie, Antoine. Tu sais, comme si les jambes allaient être mises sur d'autres pieds ailleurs. Oui, sauf que si quelqu'un l'expose ailleurs, il y a des chances qu'à un moment donné, il se fasse pincer. Oui. Là. Donc, mais la tape sur les doigts en Italie risque d'être moins forte qu'ici. En tout cas, on verra. Oui, la coupe est bien nette. Mais là, on est dans du théorique pur et dur. Là. Oui, on est complètement dans l'hypothèse. Mais vous pouvez avoir votre hypothèse, vous aussi. Ça nous donnera l'occasion de vous rappeler notre texto 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est le moment où vous pouvez d'ailleurs demander à... Vous savez que c'est le service à l'auto. On est là pour vous rendre service. Et Antoine va répondre à vos questions si vous voulez savoir quoi acheter en ce moment, toute question dans le domaine de la voiture. Oui, puis là, j'ai magasiné des électriques. Oui, parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé de véhicules électriques. Les gens avaient beaucoup de questions là-dessus. Et là, cette semaine, tu t'es dit, m'allez faire mes devoirs, m'allez voir. Ben, je vais aller voir, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est le 1er novembre. Alors, c'est dans 2 mois que vont diminuer les crédits gouvernementaux. Il reste 60 jours, grosso modo, pour magasiner votre véhicule électrique et en prendre possession avant qu'il y a 3 000 $ qui disparaissent. Attends, faut-tu que le fait de le commander, c'est pas suffisant? Faut qu'il soit dans... Ah non, faut qu'il soit livré et matriculé au 31 décembre. Oh mon Dieu! Alors, si tu J'avais omis ce détail important. Ben oui, c'est important. Donc, des gens qui magasinent aujourd'hui pour un véhicule électrique, il y en a qui sont disponibles pour livraison immédiate ce soir. Mais il y en a plusieurs. Vous allez patienter 4, 6, 7 semaines. C'est le cas d'un Tesla Model Y en ce moment. Il y a peut-être un mois et demi de délai. Là, ça vous mène au 15 décembre. Vous êtes limite pour avoir votre 3000. Bon, on en a déjà parlé. Oui. C'est possible qu'on ajuste les plans de financement, les prix des véhicules après le 1er janvier. C'est possible, mais c'est pas sûr. Ben, tu sais, c'est hypothétique, mais en ce moment, il y a des offres qui sont intéressantes sur le marché. C'est un peu ça que j'ai magasiné. On prend des notes. Bon, alors, parmi les offres qui sont pas alléchantes, Nissan Ariya, Nissan Leaf, les taux de financement sont à 6,5, 7%. On n'est absolument pas là. Puis je comprends pas parce que Nissan est un constructeur qui a besoin de vendre, là. Et c'est comme si on n'avait pas les moyens d'acheter des taux subventionnés, mais en même temps, on n'a pas les moyens de vendre, de pas vendre de véhicules. Fait que ça, je trouve ça un peu particulier. J'ai aussi comparé les produits Hyundai versus Kia, parce qu'évidemment, il y a des équivalents. Hein? On sait qu'un Niro, c'est l'équivalent d'un Kona. On sait que la EV6 chez Kia, c'est l'équivalent d'une Ioniq 5. Alors, les aubaines sont du côté de chez Hyundai, sont pas du côté de chez Kia. À produit équivalent, Niro versus Hyundai Kona, vous allez payer en location 50-60 $ de plus par mois sur un 48 mois chez Kia que chez Hyundai.
OK. Oh, ben c'est important. Et j'ai des chiffres ici. Bon, Ioniq 5, là, vous allez louer ça 4 roues motrices à 580 $ par mois, taxes incluses. Et si vous allez chez Kia pour un 4 roues motrices, vous allez payer 712 pour un produit équivalent. Alors, il y a quand même un écart considérable. C'est le même produit avec 2 carrosseries différentes. Fait que ça, c'est un exercice que j'ai fait. Le deal, en ce qui me concerne, il est chez Chevrolet. Alors, oui. Chevrolet, un Equinox 2LT, traction, se loue, 48 mois, 20 000 km par année pour 510 $ par mois. Et vous pouvez le financer sur un 60 mois à 0,99 de taux de financement. C'est grosso modo 800 $ par mois sur 5 ans que vous allez payer, sinon 710 sur 6 ans à un taux de 2,99 Ça, c'est en achat. Et c'est le produit le plus attrayant en ce moment, si on regarde son prix, son format, son équipement. Ça, c'est l'Equinox électrique. L'Equinox électrique. Et là, le 500 km d'autonomie, soit dit en passant. Alors, c'est 513 km d'autonomie annoncée pour la version traction, un peu moins pour les 4 roues motrices, mais c'est vraiment un produit intéressant. Et le 510 par mois, tu as calculé après remise du gouvernement? Alors, crédit inclus, taxes incluses. Alors, c'est ce que ça vous coûte de vos poches. Ça, c'est tout inclus. 0 comptant, crédit inclus, taxes incluses. C'est un bon véhicule? Puis c'est un super bon véhicule. Et tu sais ce qui m'a impressionné aussi? Polestar. Ils ont un sacré deal en ce moment. La Polestar 2, bon, évidemment, c'est une voiture plus huppée, avec une qualité de fabrication, avec une conduite qui est certainement pas celle d'un modèle d'entrée de gamme. Le coût de revient de ce véhicule-là, pour une version de base, il faut faire attention chez Polestar parce que c'est facile de mettre 20 000 $ d'options. Mais pour une version de base propulsée qui vous donne 510 km d'autonomie, vous allez payer 42 163 $ plus taxes pour cette voiture-là. C'est combien par mois, ça? Ben, si vous la financez 6 ans, 1,9 de taux de financement, c'est 710 $. Si vous la louez 4 ans, 3,9 de taux de financement, vous êtes à 525. Puis vous avez une Polestar. Mais c'est quand même plus cher que l'Equinox. Pour les gens qui cherchent un meilleur rapport qualité-prix. On n'est vraiment pas loin, mais l'Equinox est un véhicule plus pratique. Sauf que regardez ça comme vous voudrez. Une Polestar 2 vous coûte le prix d'une Civic. C'est fou, quand on regarde ça là, en location, ça coûte le prix d'une Civic. Puis vous êtes au volant d'une Polestar 2. Et ce qu'il y a de moins cher sur le marché, c'est la Fiat 500, sans surprise. Mais là, évidemment, il faut Pourquoi tu dis sans surprise? Ben, parce que c'est une voiture qui coûte, dont le coût de revient est à 31 753 $ avant taxe. Et tu sais quoi? J'ai parlé à des concessionnaires Chrysler, des concessionnaires Stellantis récemment, plusieurs concessionnaires Stellantis. Ils sont dans la merde. Parce que... on a vendu en octobre, grosso modo, au Québec, à peine 1000 véhicules pour l'ensemble des concessionnaires Stellantis. Il y a des concessionnaires Ford et GM qui vendent 500 véhicules dans le mois. Alors, ça vous donne une idée à quel point on est dans la semoule chez Stellantis et les Fiat 500, ça sort pas. Mais tu sais pourquoi? C'est pour ça que je te dis, pourquoi tu dis, évidemment, la moins chère? Parce que moi, j'ai l'impression, c'est le véhicule à essence, bien sûr, mais on a l'impression que c'est une voiture qui est plus chère que ce qu'elle vaut vraiment. Elle est mignonne. Écoute, moi, j'adore la Fiat 500, mais je l'ai toujours trouvée trop chère dans son modèle à essence. Oui, mais là, le modèle à essence... Et on s'en est déjà parlé. Oui, le modèle à essence, on l'oublie. Oui, puis quand même, les gens ont peut-être « Fiat 500, trop cher, surévalué. » La Fiat 500 au PDSF, alors que le modèle électrique, tu dis, c'est autre chose complètement. Oui, mais la Fiat 500, s'il n'y avait pas de crédit, tu ne touches pas à ça. Pas à 42 000 $, ça n'a aucun bon sens. Mais là, à 31 000, ça commence à être un peu plus intéressant. Et le financement? Et le financement, tu as du 0 du 1,9, 2,9, 3,9 selon le terme. Alors, ça peut être relativement alléchant, mais ce qui est encore plus alléchant de savoir, c'est que les concessionnaires ont faim. Fait que là, tu peux la négocier solide. Il y a des concessionnaires qui m'ont dit à mots couverts, écoute, quelqu'un qui veut avoir 2500 de rabais supplémentaires sur une Fiat 500, on va le donner. Là. Okay. Alors ça veut dire que tu es rendu à 28 000 plus taxes. Ce qui veut dire que si tu finances ça sur un 60 mois, ça va te coûter 600 par mois pendant 5 ans. Si tu la loues, grosso modo, là, 420 $, c'est ce que ça va vous coûter par mois, 18 000 km par année pour une Fiat 500. Donc, ton grand conseil, c'est l'Equinox EV? Les deux deals en ce moment, c'est l'Equinox EV, la Polestar 2. Bon, chez Hyundai, on a quand même des produits très agressifs. On est très agressif en location, plus que du côté de chez Kia. C'est un peu mon observation. Donc, à proscrire Subaru Solterra, Toyota BZ4X,
on n'est pas dans le coup, on met des 5 000 de rabais, des taux subventionnés, puis le produit n'est pas compétitif, puis on est encore trop cher. Bon. Alors, oubliez ça. On a plein de questions. Il y a évidemment Jonathan qui dit, en parlant de véhicules électriques, j'ai lu hier que Porsche reculait sur son virage électrique, va réintroduire des modèles à gaz. Pourtant, ils en avaient annoncé la fin. On va faire de tout. Alors, arrêtez de penser qu'on s'en va que vers l'électrique. On s'en va vers une offre multiple. Il y a des constructeurs qui reviennent à l'hybride rechargeable, à l'hybride traditionnel. Et ceux qui sont allés trop vite dans l'électrique reculent. Ceux qui n'y sont pas allés assez vite vont y aller davantage. Mais il y a un ajustement qui est en train de se faire. C'est ce qu'on observe partout. Éric vient d'acheter une Mazda 3 Sport GT Turbo 2023. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? C'est une super machine qui commence à vieillir un peu, là. Puis c'est pas ce qu'il y a de plus économique en termes de rendement énergétique et ça roule drôlement mieux à l'essence super. Votre moteur va prendre l'essence ordinaire, mais ça va mieux à l'essence super. Mais c'est vraiment une auto très dynamique à conduire, beaucoup plus amusante que la moyenne des compacts. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de produit qui est appelé à disparaître, là. Une Sport 5 portes comme ça, t'achètes pas ça pour une vocation familiale, il n'y a pas de place en arrière. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir, mais c'est une auto qui a belle gueule, bonne qualité, coût de revient à long terme, c'est pas élevé. Éric, quelle couleur? Et oui, si vous l'avez pris Soul Red, là, prenez soin de mettre une pellicule protectrice de capot parce que cette peinture-là coûte une fortune à corriger. Très difficile pour un atelier de carrosserie de la... En bon français, on dit de la matcher là, si vous avez des retouches de peinture à faire. Donc, ça vaudrait la peine de la protéger adéquatement. Tu vois, Marc dit, moi, j'ai une Kona 2020 électrique. Le concessionnaire m'offre une Ioniq 5 24 électrique. Est-ce que ça vaut la peine? Ma Kona, 46 294 km, mais elle fonctionne. Fait qu'il dit, est-ce que ça vaut la peine? Ben, tout dépend de ce qu'on vous offre pour le Kona. Mais après ça, est-ce que vous avez besoin de changer de véhicule? Parce que moi, je veux revenir sur le fait que si on achète un véhicule électrique, c'est aussi par souci écologique. Ouais. Et si on passe son temps à changer de véhicule à tous les 2-3 ans, ben là, ça s'annule un peu parce qu'il faut quand même comprendre que si tu achètes un véhicule électrique, le coût écologique pour arriver à l'équivalent d'un véhicule à essence est autour de 2 ans, 2 ans et demi. Là. Alors, pour arriver break-even. Alors, si vous changez de véhicule trop souvent puis vous n'en avez pas besoin... On perd l'avantage. On perd l'avantage. Maintenant... Bon, Éric, il a acheté... Puis on veut liquider des Ioniq 5. On en a plein l'écho chez Hyundai puis on est extrêmement parlable parce qu'on attend les 2025 de pied ferme. Et les Ioniq 5 2025 viennent avec des améliorations, incluant une nouvelle console centrale qui est pas mal plus pratique et un essuie-glace arrière. Ouais, moi, je dirais à Marc, attendez donc. 2025. Oui, parce qu'il va rester des 2024 en janvier 2025, puis là, on va être encore bien plus parlable. Il y a Éric qui dit qu'il a choisi la couleur grise. OK. C'est nice. C'est nice. Lynn veut savoir, Nissan Rogue, bon ou pas? Non. Bon, c'était très clair. Moi, j'aime ça, des réponses comme ça, courtes. C'est ça. Le produit n'est pas vilain, le moteur vaut pas un vieux clou. Ah, bon, ben, c'est assez... ouais, c'est raide, hein? Un moteur 3 cylindres qui force, qui fait du bruit, qui travaille plus qu'un 4 cylindres, puis qui consomme au final autant, puis qui a un moteur puis qui a un turbocompresseur qui risque de lâcher. Non. D'ailleurs, ce moteur-là est sous investigation par la NHTSA aux États-Unis parce qu'il y a eu trop de plaintes, pas assez de chauffage à l'intérieur du véhicule, bris mécanique. Alors, oubliez ça. Dernière question. Il y a quelqu'un qui m'écrit, Antoine dit, présentement propriétaire d'une Sion TC qui commence à me donner des signes de fatigue après 12 ans, 200 000 km, mais bon, 12 ans quand même. Je veux rester dans le monde des véhicules manuels. Mes choix pour le moment, Honda Civic SI, la VW, la Volkswagen Jetta. GLI. Exact. Ouais. Qu'en penses-tu, mon cher Antoine? Dernière question de ce segment. C'est sûr que sur du long terme, pour rouler 10 ans ou 12 ans, j'irai vers la Civic SI. Je vais avoir plus confiance à une Honda Civic SI sur 12 ans qu'à une Jetta GLI. Si tu me demandais laquelle choisirais-tu si tu roulais ça pour 4 ans, 5 ans, là, je prendrais la Jetta. Elle est quand même plus raffinée, plus confortable. Le moteur a plus de punch aussi. Alors, c'est une auto qui est très, très agréable, qui est vraiment mal chaussée, par exemple. On a eu des pneus merdiques là-dessus. Alors, ça vaut la peine de changer les 4 pneus sur une GLI pour avoir quelque chose qui a plus de mordant. Mais à long terme, une Civic SI, ça consomme moins aussi, une Civic SI, là. À long terme, une Civic SI, c'est quand même un choix très, très, très judicieux et réfléchi, puis c'est quand même le fun. Antoine Joubert, merci beaucoup pour cette plaisir, consultation. Ben oui, on a vraiment beaucoup de plaisir dans ce service à l'auto. Tout de suite après la pause, on parle de la
Ouf, là, ça s'en vient. À force d'avoir parlé de la campagne électorale américaine, ben là, c'est vrai, c'est dans moins de 4 jours. On en parle tout de suite après avec Charles-Philippe David, mon invité.